Bonjour, dans cette vidéo, on va démontrer la caractérisation par epsilon des bornes supérieures. Alors, c'est-à-dire que on se donne un sous-ensemble des nombres réels et on démontre l'équivalence suivante, que alpha est la borne supérieure de A. Eh bien, ça équivaut à deux choses. Alors, par définition, être la borne supérieure, c'est être un majorant et être le plus petit des majorants. Donc ici, on continue à dire que alpha est un majorant. De grand A. Et en fait, on va remplacer la clause le plus petit des majorants par, quel que soit epsilon strictement positif, je peux trouver un élément dans grand A qui vérifie que la distance entre petit a et epsilon et alpha est inférieure ou égale à epsilon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si mon ensemble A, ici par exemple je le représente en jaune, un ensemble majoré, pas nécessairement continu, il a ici une borne supérieure, bon, pas très joli, mais c'est pas grave, on va le refaire quand même. On recommence, pardon. Donc, on refait notre droite réelle, notre ensemble A, et on veut donc une borne supérieure alpha. Eh bien, on dit que quel que soit en fait epsilon représente une distance, quelle que soit la distance epsilon que je me donne, on fixe, ici on est à alpha moins epsilon, eh bien je peux trouver un A, un petit a, dans l'ensemble grand A, ici, qui en fait vérifie que la distance entre A, petit a et alpha est inférieure à epsilon. Vous voyez bien ici, la distance entre le point ici en vert et alpha est bien inférieure à epsilon. Voilà ce qu'on veut démontrer. Donc on veut faire une preuve, en fait on veut démontrer une équivalence. Alors pour ça on va essayer de raisonner par double implication. Et on va commencer par la première, on va supposer ce qui est à gauche et démontrer ce qui est à droite. Alors si on suppose qu'il y a à gauche, qu'alpha est une borne supérieure, déjà c'est évident dans ce cas-là que alpha est un majorant, puisque par définition, être la borne supérieure de grand A, c'est être le plus petit des majorants, donc en particulier c'est être un majorant. Et donc en fait il nous reste seulement à vérifier cette propriété. Donc on va supposer que alpha égale borne supérieure de A. Alpha égale sup. Et alors on veut démontrer, donc on a dit que cette clause-là, elle est évidente, par définition. Alpha est la borne supérieure, donc alpha est un majorant. Et donc on veut démontrer uniquement cette deuxième partie. Et on va raisonner par l'absurde. Donc on va supposer en fait le contraire de ça. Alors, qu'est-ce que c'est le contraire de quelque chose qui commence par pour tout epsilon? Si on affirme quelque chose pour tout epsilon, et qu'on veut supposer le contraire, eh bien il faut trouver, on a affirmé que quelque chose est vrai pour tout epsilon, donc si on veut supposer le contraire, il faut prouver que ce qu'on a affirmé est faux pour au moins un epsilon. Donc il faut se dire, voilà, il existe un epsilon strictement positif. Alors regardons la suite de la propriété. Donc qu'est-ce que doit vérifier l'epsilon? C'est qu'il existe un A appartenant à tel que, etc. Alors quel est le contraire de il existe un élément? Donc, il existe un élément qui vérifie une certaine propriété. Eh bien c'est que quels que soient les éléments dans grand A, il vérifie le contraire de cette propriété-là. Il n'en existe pas. Donc on continue, il existe epsilon strictement positif, tel que donc pour tout A appartenant à grand A, eh bien on est le contraire de cette propriété. Dès la distance entre petit a et alpha est inférieure à epsilon, eh bien le contraire, c'est toutefois que la distance entre a et alpha est strictement supérieure à epsilon. Alors, regardons un petit peu quelle situation on s'est mis en supposant ça. Donc en fait, on a toujours notre droite réelle et on a notre ensemble A, d'accord. Et puis on a notre alpha. Et en fait ici, ce qui se passe, c'est que finalement, j'ai une petite distance. En fait, j'ai pu mettre une petite distance entre
alpha et tous les éléments de grand A. Hein, vous voyez, j'ai dit que alpha, finalement, il est supérieur à une petite distance pour tous les éléments de grand A. Alors, comment ça se met ici? En fait, du coup, on dit alpha est là, et puis en fait, la distance epsilon est comme ça. Voilà, par exemple ici. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends un élément quelconque, on est bien dans ces situations-là, puisque si maintenant je prends un élément quelconque dans grand A, donc dans l'ensemble jaune, la distance entre cet élément et alpha doit être strictement supérieure à epsilon, et donc on est voilà dans cette situation. Mais alors pourquoi c'est une contradiction? C'est évident en fait que si maintenant, vous voyez qu'ici en rouge, j'ai alpha moins epsilon, et si maintenant je prends un réel ici, bêta, eh bien c'est évident en fait que bêta est aussi un majorant de l'ensemble jaune. Mais du coup ça contredit quoi? Ça contredit que alpha est le plus petit des majorants. Vous voyez qu'on trouve un majorant qui est strictement plus petit que alpha, c'est une contradiction. Donc une fois qu'on a bien ça en tête, qu'on a bien le schéma en tête, la rédaction est facile. Au moins doit être naturelle. Puisque qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que comme epsilon est strictement positif, le epsilon cette fois il est fixe, d'accord, c'est celui qui existe et qui vérifie cette propriété là, et bien alpha moins epsilon est strictement plus petit que alpha. Et puisque là j'ai deux nombres réels, alpha moins epsilon et alpha qui sont strictement plus petits l'un que l'autre, et bien ça veut dire que je peux bien en intercaler un troisième. Donc il existe un bêta appartenant à R, tel que quoi? Bêta est compris strictement entre alpha moins epsilon et alpha. Et puis donc c'est évidemment le bêta qui va nous donner la contradiction, puisqu'on va démontrer que bêta est un majorant. Alors pour démontrer que c'est un majorant, on va dire soit un élément maintenant quelconque de grand A, et on va démontrer que bêta est au-dessus. Alors, nous qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il suffit de constater que la distance, vous voyez j'ai pris un petit élément ici, la distance ici est strictement, déjà à quoi elle est égale cette distance entre A et alpha? Eh bien puisque alpha est plus grand que A, alors alpha est plus grand que A, c'est à cause de ça, dès le départ on sait que alpha est un majorant, et bien du coup la distance qui est égale normalement à la valeur absolue de A moins alpha, et bien ici elle est égale à alpha moins A. Voilà, et ça c'est strictement supérieur à epsilon. Alors, on va passer à la page suivante, on ne reste plus trop de place, mais on va partir de alpha moins A strictement supérieur à epsilon, et on va en déduire une majoration de A. Je vous rappelle, on a alpha moins A strictement supérieur à epsilon, donc qu'est-ce qu'on en déduit sur A? Eh bien A doit être plus petit strictement que alpha moins epsilon. Or, passage ici. Or, alpha moins epsilon, vous voyez, il est plus petit que bêta par définition. Donc alpha strictement plus petit que epsilon, qui est lui-même plus petit que bêta. Donc si on récapitule, ici on vient de prendre un A quelconque, en grand A, et on a démontré que A est plus petit que bêta. Conclusion, bêta est un majorant de grand A. Alors, pourquoi c'est absurde? Or, oui, parce qu'on a en fait bêta strictement inférieur à alpha, et puis on a l'hypothèse, donc tout ça, ça rentre en contradiction avec alpha et la borne supérieure de A. Tout ça est une contradiction. Puisque le fait que alpha soit la borne supérieure de A dit que alpha est le plus petit des majorants, or on vient d'en trouver en dessous. Donc, bien ça veut dire que ce qu'on a supposé ici était faux, et donc que le contraire est vrai, mais le contraire c'est ça. Donc on est parti de alpha égale borne supérieure de A, on a dit que cette propriété-là était évidente, puisque être la borne supérieure c'est être un majorant, et on vient de démontrer ça par l'absurde.
Donc ça c'est la première partie. Hein. Maintenant, il faut faire dans l'autre sens. Donc, il faut supposer que alpha est un majorant et qu'on a cette propriété-là et déduire que alpha est la bande supérieure. Alors, c'est déjà pas mal parce qu'on sait déjà que alpha est un majorant. Donc ce qu'il reste à faire, c'est que alpha soit le plus petit des majorants, par définition. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un majorant quelconque, maintenant, de l'ensemble grand A, et on va démontrer qu'il est plus grand que alpha. Maintenant, hein, supposons ce qu'il y a à droite, les deux conditions alpha majorant de A, et pour tout epsilon strictement positif, petit a appartenant à grand A, tel que la distance entre A et alpha soit inférieure ou égale à epsilon. Alors maintenant, donc on va se donner soit bêta un majorant de grand A. Et on veut démontrer que donc bêta ici doit être supérieur ou égal à alpha. Et puis là encore, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que bêta soit strictement inférieur à alpha. Et on veut arriver à une contradiction. Alors, comme d'habitude, essayons d'examiner la situation. On avait alpha ici. On a donc bêta strictement plus petit. Et en fait, nous, hein, si on regarde notre dessin, évidemment, on va voir tout de suite que c'est pas possible parce que, premier dessin, on doit être dans cette situation-là. Donc l'ensemble jaune, il doit aller jusqu'au bord de alpha et voilà, c'est le problème. Alors, si on voit notre dessin, ici on va utiliser la propriété qui est là, et donc en fait on va essayer de se fixer une distance epsilon hein, qui va être strictement plus petite que la distance entre alpha et bêta. Alors pourquoi ça va bien fonctionner? Parce que justement, vous voyez que ici, on va pouvoir trouver, grâce à la propriété, hein, grâce à cette propriété-là, on s'est fixé un epsilon strictement positif, on va pouvoir trouver un élément de grand A qui a une distance un peu plus petite hein, que epsilon de alpha. Donc ici, on a notre petit a qui appartient à grand A. Alors pourquoi c'est une contradiction? Eh bien parce que dans ce cas-là, on voit bien que bêta, lui, il est strictement plus petit que A, et donc que ça ne peut pas être un majorant de grand A. Or la question c'est quelle est la bonne distance epsilon à se donner? Eh bien on n'a qu'à prendre en fait la moitié de la distance entre alpha et bêta, et donc ici alpha moins bêta sur 2, par exemple. Ou alors, ça c'est un exemple, hein. L'important surtout c'est que epsilon soit strictement inférieur à alpha moins bêta. Nous passons à la rédaction à proprement parler. Donc on a supposé que bêta était strictement inférieur à alpha. On va maintenant prendre, on a en fait, il suffit de remarquer que alpha moins bêta strictement positif, hein, puisqu'on vient de supposer que bêta est strictement inférieur à alpha. Donc, soit maintenant epsilon, tel que quoi? Et bien en fait entre deux nombres réels, hein, vous voyez ici entre alpha moins bêta et 0, hein, l'un est strictement supérieur à l'autre, on va pouvoir intercaler un troisième nombre réel. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on a hein? On a un epsilon strictement positif. Donc, puisque epsilon est strictement positif, on va pouvoir appliquer cette partie-là de la propriété. Donc, il existe petit a appartenant à grand A, et bien tel que quoi? Tel que, en fait, justement, la distance entre petit a et alpha, et puis ça, si on regarde bien, puisque alpha est un majorant, hein, d'accord, alpha est un majorant, donc on sait que alpha est plus grand que petit a, et donc la distance entre alpha et petit a, c'est alpha moins 1.
ça c'est égal à alpha moins a, et telle que cette distance, bien vérifie qu'elle est plus petite que epsilon, soit inférieure ou égale à epsilon. Mais puisque epsilon est strictement plus petit que alpha moins bêta, ça veut dire que c'est alpha moins bêta. Donc qu'est-ce qu'on a en fait? On a alpha moins a strictement inférieur à alpha moins bêta. C'est là d'où on sort la contradiction, hein, parce que ça en fait, ça implique bien que bêta est strictement plus petit que a. Vous faites plus bêta de chaque côté, plus a de chaque côté, et puis moins alpha de chaque côté, et vous obtenez ceci. Et ça c'est une contradiction, parce que je vous rappelle que, or, bêta est un, ça je vous rappelle que petit a est dans grand A, et bêta est un majorant de grand A. Vous voyez bien qu'ici on a une contradiction. Hop là, pardon. Donc voilà, hein, on a supposé que voilà. On a supposé que bêta était strictement inférieur à alpha, c'est pas possible. Hein, on vient de voir que ça aboutissait à quelque chose d'absurde. Et donc, par l'absurde, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien que alpha est inférieur ou égal à bêta. Et donc, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a fixé un majorant quelconque, hein, de bêta. Pardon, on a fixé bêta un majorant quelconque de A, de grand A, et on a démontré qu'il est plus grand que alpha, mais on sait déjà que alpha, hein, on a fixé donc bêta un majorant de grand A, et on a démontré que bêta était supérieur ou égal à alpha, mais on sait déjà que alpha est un majorant de grand A, donc alpha est un majorant de grand A, et c'est le plus petit des majorants. Tout autre majorant est supérieur ou égal à alpha. Conclusion, alpha égale sub de A, et c'est donc la deuxième implication qu'on a démontrée. Voilà, à bientôt.